Dans un cimetière silencieux où les larmes se mêlent à la fine pluie du matin, des funérailles solennelles sont brusquement interrompues par une scène qui laisse tout le monde en état de choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Un majestueux cheval blanc, qui appartenait à la fillette de 7 ans que l'on enterrait, fait irruption dans la cérémonie, ignorant les cris désespérés, commence à creuser la tombe fraîchement refermée avec une détermination féroce. Les personnes en deuil observent, horrifiées, l'animal creuser sans relâche jusqu'à ce que, en regardant à l'intérieur du trou excavé, elles découvrent quelque chose d'impossible, quelque chose qui les laisse en état de choc complet et les amène à se demander qui a pu commettre un tel acte. Auparavant, si, comme nous, vous aimez les animaux, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune histoire émouvante. Merci. Revenons à notre histoire. La fine pluie matinale tissait un voile mélancolique sur l'Evergreen Memorial Park, où les larmes se confondaient avec les gouttes qui cascadaient sur les visages accablés de chagrin. Le son étouffé des sanglots résonnait parmi les vieilles pierres tombales tandis qu'un petit cercueil blanc était lentement descendu dans la terre humide. Elena Reed, âgée de seulement 7 ans, était conduite à sa dernière demeure lors d'une cérémonie qui devait être l'adieu final à une vie fauchée bien trop tôt. Son père, Edward Mason, se tenait droit comme une statue près de la tombe, son visage un masque de souffrance contenue. À 45 ans, ce magnate de l'industrie avait bâti un empire fondé sur le contrôle absolu de chaque situation, mais aujourd'hui, il semblait vulnérable face à l'inéluctabilité de la mort. Son costume noir impeccable contrastait avec la pâleur de sa peau, et ses mains gantées serraient fermement la canne en ivoire qu'il portait par élégance, non par nécessité. De l'autre côté de la tombe, Martha Reed, la grand-mère maternelle d'Elena, observait son gendre avec des yeux perçants. À 70 ans, elle conservait la posture altière qui l'avait toujours caractérisée, mais quelque chose dans son regard suggérait une profonde inquiétude. Ses mains tremblantes serraient un mouchoir brodé, un héritage de sa propre mère, tandis qu'elle murmurait des prières silencieuses pour la petite fille qu'elle aimait inconditionnellement. Le père Michael poursuivait son homélie solennelle lorsqu'un son lointain commença à résonner à travers la brume matinale. Ce ne fut d'abord qu'une rumeur à peine perceptible, comme un tonnerre lointain. Puis le son s'intensifia, se transformant en un galop de sabots sans équivoque sur le sol détrempé. Les personnes présentes levèrent les yeux, confuses, cherchant la source du bruit grandissant. Soudain, à travers le brouillard qui s'accrochait au cyprès, une silhouette majestueuse émergea, faisant instinctivement reculer tout le monde. C'était Tempête, le cheval blanc qu'Elena aimait tant. Sa crinière argentée flottait comme de la soie dans le vent tandis qu'il galopait vers le groupe, ses yeux normalement sereins brillant d'une intensité sauvage que personne n'avait jamais vue. Edward s'avança, tendant la main pour tenter de calmer l'animal, mais Tempête l'ignora complètement. Le cheval passa juste à côté de lui, comme si l'homme était transparent, et se dirigea directement vers la tombe ouverte. Ses mouvements étaient précis, déterminés, comme s'il savait exactement ce qu'il devait faire. Les personnes en deuil observèrent avec horreur Tempête commencer à creuser la terre avec ses sabots avant, projetant de la terre humide dans toutes les directions. Ces hennissements résonnaient dans le cimetière comme des cris de désespoir, un son qui donnait des frissons à quiconque l'entendait. L'animal creusait avec une fureur qui semblait surnaturelle, ignorant complètement les cris et les tentatives des personnes présentes pour l'éloigner. John, le fossoyeur, un homme simple, tenta de s'approcher avec une corde, mais Tempête le repoussa d'un vif mouvement de tête, sans jamais cesser de creuser. Ses sabots travaillaient avec une précision chirurgicale, retirant couche après couche de terre comme s'il suivait une carte mentale spécifique. À chaque mouvement de l'animal, le silence parmi les personnes en deuil s'épaississait. Quelque chose n'allait pas du tout. Le comportement de Tempête n'était pas celui d'un animal en deuil, mais plutôt celui d'une créature mue par un dessein qui transcendait la compréhension humaine. Ses yeux brillaient d'une détermination qui parlait d'une connaissance de vérité cachée que lui seul semblait percevoir. Edward tenta de s'approcher à nouveau, criant cette fois des ordres autoritaires qui fonctionnaient toujours avec le cheval, mais Tempête continua de creuser comme si l'homme n'existait même pas. La terre volait dans toutes les directions, maculant les vêtements élégants des personnes présentes, qui reculaient de plus en plus, saisies d'une terrible prémonition. Lorsque les sabots du cheval atteignirent enfin le fond de la tombe, le son qui résonna fut différent de ce à quoi on s'attendait. Ce n'était pas le bruit sourd du bois heurté, mais l'écho creux d'un espace vide. Tempête s'arrêta brusquement, leva la tête et poussa un hennissement qui glaça le sang de toutes les personnes présentes. La vérité la plus choquante éclata à cet instant, il n'y avait pas de cercueil enterré là. Le silence qui suivit la découverte fut assourdissant.
Les personnes présentes aux funérailles restèrent immobiles, comme des statues de sel, essayant de comprendre ce que leurs yeux venaient de voir. La tombe vide semblait un abîme qui aspirait toute logique et raison de ce moment solennel. Tempête resta au fond du trou, ses naseaux dilatés exhalant de la vapeur dans l'air froid du matin, comme s'il attendait que quelqu'un comprenne enfin son message désespéré. Édouard fut le premier à rompre la stupeur collective. Sa voix, normalement ferme et contrôlée, sortit en tremblant alors qu'il criait au fossoyeur « John, qu'est-ce que cela signifie? Où est le cercueil de ma fille ?» Ces mots résonnèrent dans le cimetière comme une complainte, mais il y avait quelque chose dans son ton qui ressemblait plus à de la panique qu'à une surprise sincère. John, le fossoyeur, un homme de 60 ans qui travaillait dans ce cimetière depuis plus de 3 décennies, regarda la tombe vide avec une expression de perplexité totale. Ses mains calleuses tremblaient alors qu'il s'approchait du bord, essayant de comprendre comment cela était possible. « Monsieur Mason, j'ai moi-même placé le cercueil ici la nuit dernière. Tout était en ordre, je le jure sur l'âme de ma défunte femme. » Martha, la grand-mère d'Elena, observait la scène avec un mélange de choc et de ce que l'on pourrait décrire comme une suspicion grandissante. Ses yeux perçants alternaient entre son gendre agité et le cheval qui restait au fond de la tombe, comme s'il protégeait quelque chose d'invisible. Elle avait élevé 5 enfants et vécu assez longtemps pour reconnaître quand quelque chose n'allait pas, et à cet instant, chaque fibre de son être hurlait que cette situation allait bien au-delà d'une simple erreur. Tempête, comme s'il sentait le poids des regards sur lui, leva la tête et émit un son grave, presque un gémissement, qui serra le cœur de tout le monde. Ce n'était pas un hennissement commun, mais une vocalisation chargée d'émotion, comme si l'animal essayait de communiquer quelque chose d'urgent que lui seul comprenait. Le père Michael, un homme bon qui connaissait la famille depuis des années, s'approcha de la tombe à pas prudents. « Mes enfants, il y a certainement une explication à cela. Peut-être que le cercueil a été placé ailleurs par erreur. » Ces paroles sonnaient faibles, même à ses propres oreilles, alors qu'il tentait de maintenir le calme au milieu du chaos grandissant. Édouard se mit à faire les 100 pas, ses mains passant nerveusement dans ses cheveux parfaitement coiffés. C'est un scandale, une honte. Comment peut-il y avoir une telle incompétence? Il gesticulait frénétiquement, mais Martha remarqua que ses plaintes semblaient plus viser à détourner l'attention qu'à chercher de véritables réponses. Parmi les invités, les murmures commencèrent à se répandre comme une traînée de poudre. C'était pour la plupart des voisins et des connaissances de la famille, des gens qui avaient vu Elena grandir et qui se trouvaient maintenant dans une situation qui défiait toute logique. Madame Carmon, la voisine la plus proche, s'agrippa au bras de son mari, Anthony, et chuchota « Anthony, as-tu vu comment ce cheval savait exactement où creuser? Comme s'il savait. » John, essayant toujours de comprendre la situation, murmura plus pour lui-même que pour les autres, mais le cercueil était lourd hier, très lourd. J'ai eu besoin de 2 hommes pour aider à le porter. Ces paroles furent entendues par Martha, qui se tourna immédiatement vers lui avec un intérêt renouvelé. Lourd, John? Êtes-vous sûr qu'il était lourd? La voix de Martha trancha l'air comme une lame, faisant taire les murmures autour d'eux. Ses yeux brillaient d'une intensité qui fit visiblement se raidir Édouard. Le fossoyeur s'arrêta pour réfléchir, le front plissé par la concentration. Eh bien, maintenant que vous le mentionnez, il était lourd quand nous sommes arrivés ici. Mais quand nous sommes allés le descendre, maintenant que j'y pense, il semblait plus léger. J'ai trouvé ça étrange sur le moment, mais j'étais fatigué et je n'y ai pas trop réfléchi. Cette révélation fit l'effet d'une bombe sur le groupe. Tempête, comme s'il comprenait l'importance de ces mots, émit un autre son grave et se mit à tourner en rond dans la tombe, ses sabots foulant la terre et le fond comme s'il cherchait quelque chose de spécifique. Édouard, réalisant que la situation lui échappait, tenta de reprendre les choses en main. « Assez, c'est ridicule. Faisons sortir cet animal de là et appelons les autorités pour résoudre cette confusion. » Mais lorsqu'il tenta de s'approcher de la tombe, Tempête le fixa avec une intensité qui le fit reculer instinctivement. Martha s'avança, sa voix ferme tranchant la tension. « Édouard, où exactement as-tu dit qu'Elena était décédée? Et pourquoi ne m'a-t-on pas permis de la voir avant les funérailles ?» La question de Martha flottait dans l'air comme un nuage chargé d'orage. Édouard sentit le poids de tous les regards sur lui. Pour la première fois depuis des années, l'homme qui contrôlait un empire industriel se retrouva sans voix. Ses mains tremblèrent légèrement avant qu'il ne parvienne à reprendre contenance, mais Martha, avec ses 70 ans d'expérience dans la lecture des gens, ne manqua aucun détail. Elena a été admise dans une clinique spécialisée à Los Angeles, répondit enfin Édouard, sa voix paraissant plus contrôlée mais toujours forcée. Les médecins ont dit que ce serait mieux,
plus facile pour tout le monde si elle partait paisiblement, sans visite qui pourrait la perturber dans ses derniers moments. Martha plissa les yeux, les souvenirs de sa petite fille revenant comme de puissantes vagues. Elena n'était pas seulement une enfant spéciale en raison de ses besoins spécifiques, c'était une fillette radieuse, pleine de vie, qui trouvait de la joie dans les choses les plus simples. Ses matinées étaient toujours marquées par une course à l'écurie pour saluer Tempête, et les après-midi s'étiraient en longues promenades à travers les champs où elle parlait au cheval comme s'il était son meilleur ami. Quelle était exactement la maladie ? Insista Martha, se rapprochant de son gendre. Quand nous avons parlé au téléphone la semaine dernière, tu as seulement dit qu'elle avait une mauvaise grippe. Comment une grippe s'est-elle transformée en ça ? Tempête, toujours au fond de la tombe, sembla réagir à la mention d'Elena. Ses oreilles se dressèrent et il se mit à faire des mouvements circulaires, comme il le faisait toujours chaque fois que la fillette venait lui rendre visite. C'était un comportement que tout le monde ici reconnaissait, une danse de joie que le cheval exécutait toujours lorsqu'il sentait la présence de sa petite compagne. Édouard s'éclaircit la gorge, clairement mal à l'aise face à cet interrogatoire public. Martha, ce n'est ni le moment ni le lieu pour des discussions médicales. Nous sommes tous bouleversés et nous devons nous concentrer sur la recherche du cercueil d'Elena. Mais Martha n'était pas disposée à laisser tomber l'affaire. Ses souvenirs de sa dernière conversation avec sa petite fille, 10 jours plus tôt à peine, étaient d'une clarté cristalline. Elena avait appelé, excitée, lui racontant les nouveaux tours qu'elle enseignait à Tempête, le dessin qu'elle faisait pour l'anniversaire de son père, les projets pour les vacances scolaires qui approchaient. Rien dans la voix de la fillette ne suggérait la maladie, et encore moins quelque chose de terminal. John, Martha se tourna vers le fossoyeur, ignorant complètement l'inconfort croissant d'Édouard, vous avez dit que le cercueil était lourd à son arrivée, mais plus léger au moment de l'enterrement. Est-ce possible ? Le simple homme se gratta la tête, ses yeux honnêtes reflétant la confusion sincère qu'il ressentait. Madame Reed, de toutes mes années de travail ici, je n'ai jamais rien vu de tel. Les cercueils ne s'allègent pas tout seuls. À moins que... Il s'interrompit, comme si une terrible idée lui avait traversé l'esprit. À moins que quoi, John ? La voix de Martha était ferme, encourageante. À moins qu'il n'y ait rien eu dedans depuis le début. Ou que quelqu'un ait retiré ce qui était à l'intérieur après notre arrivée au cimetière. Le silence qui suivit ces paroles ne fut rompu que par le son de Tempête creusant à nouveau, ses sabots trouvant quelque chose qui produisit un tintement métallique distinct. Tout le monde se rapprocha du bord de la tombe pour voir ce que le cheval avait déterré. C'était une petite boucle dorée, du genre utilisé sur les chaussures d'enfant. Martha la reconnut immédiatement. Elle provenait des chaussures spéciales d'Elena, celles qu'elle ne portait que pour les grandes occasions car elles lui donnaient l'impression d'avoir des pieds de princesse. Édouard pâlit visiblement à la vue de la boucle, et Martha ne manqua pas sa réaction. C'étaient les chaussures qu'Elena portait quand tu l'as emmenée à Los Angeles, dit-elle, non pas comme une question mais comme une affirmation. Je ne me souviens pas des détails concernant des chaussures, balbutia Édouard, mais sa voix semblait de moins en moins convaincante. Tempête, après avoir trouvé la boucle, cessa de creuser et leva la tête vers une partie spécifique du cimetière. Ses yeux fixés sur un point lointain parmi les arbres, il émit un hennissement grave, presque un appel. C'était comme s'il essayait de communiquer une direction, un chemin que lui seul connaissait. Le père Michael, qui était resté silencieux à observer la situation, prit enfin la parole. « Mes enfants, nous devrions peut-être appeler les autorités. Cette situation dépasse notre entendement. » Mais avant que quiconque puisse répondre, Tempête fit quelque chose qui laissa tout le monde sans voix. Il regarda directement Martha et hocha la tête, comme s'il était d'accord avec quelque chose que seul lui et elle comprenaient. Puis, le cheval sauta gracieusement hors de la tombe et se mit à marcher lentement vers les arbres, s'arrêtant tous les quelques mètres pour regarder en arrière, comme s'il invitait quelqu'un à le suivre. Martha sentit son cœur s'emballer, chaque instinct maternel et de grand-mère qu'elle possédait hurlait qu'Elena était vivante, quelque part, attendant d'être trouvée. 3 jours s'étaient écoulés depuis les funérailles interrompues, et le domaine Mason était devenu un lieu de tension palpable. Édouard avait réussi à convaincre les autorités locales qu'il s'agissait d'une erreur administrative du cimetière, utilisant son influence et ses relations pour éviter une enquête plus approfondie. Mais entre les murs de sa propriété, une bataille silencieuse se livrait. Charles Stone, le palefrenier de la ferme, observait Tempête avec une inquiétude grandissante. À 52 ans, Charles avait consacré sa vie aux soins des animaux et il n'avait jamais été témoin d'un comportement comme celui que le cheval blanc affichait depuis les funérailles. L'animal refusait obstinément de manger, restant des heures à fixer un point dans la même direction,
toujours vers les montagnes qui s'élevaient au nord de la propriété. « Allez, mon garçon, tu dois manger », murmura doucement Charles, approchant un seau d'avoine fraîche du cheval. Mais Tempête ne baissa même pas la tête pour renifler la nourriture. Ses yeux, normalement sereins et confiants, brillaient d'une intensité qui mettait Charles mal à l'aise. Charles avait commencé à travailler sur le domaine quand Helena n'avait que 3 ans. Il se souvenait vivement de la première rencontre entre la fillette et le poulain blanc qu'Édouard avait acheté comme cadeau d'anniversaire pour sa fille. La connexion entre eux avait été instantanée et magique, quelque chose que Charles, même avec toute son expérience, n'avait jamais vu auparavant. Helena passait des heures dans l'écurie, parlant à Tempête dans son langage enfantin et imaginatif. Elle inventait des histoires de chevaliers et de princesses, toujours avec Tempête comme héros principal. Le cheval, à son tour, faisait preuve d'une patience et d'une douceur extraordinaire avec la fillette, lui permettant de le brosser, de parer sa crinière de fleurs et même de faire la sieste appuyée contre son flanc pendant les chaudes après-midi d'été. « Où est-elle, n'est-ce pas » chuchota Charles à Tempête en lui caressant doucement l'encolure. « Tu sais qu'elle n'est pas partie. Tu sais qu'elle est quelque part et qu'elle a besoin d'aide. » Comme pour répondre à la question, Tempête émit un son grave et tourna la tête vers Charles, ses grands yeux expressifs semblant implorer la compréhension. C'était un regard qui parlait d'urgence, de secrets que lui seul connaissait, d'une vérité qui avait désespérément besoin d'être révélée. Charles avait remarqué d'autres choses étranges ces derniers jours. Édouard, qui avait l'habitude de visiter régulièrement les écuries pour vérifier ses chevaux de course primés, n'était pas apparu une seule fois depuis les funérailles. De plus, il avait donné des ordres spécifiques pour que Tempête soit gardée dans son box, affirmant que l'animal était trop perturbé pour être laissé en liberté dans le pâturage. Mais Charles connaissait les chevaux mieux que quiconque dans la région, et il savait que Tempête n'était pas perturbée. Il était déterminé. Il y avait une différence cruciale entre les deux états, et toute personne ayant une réelle expérience des animaux serait capable de l'apercevoir. Lors de ses rondes nocturnes dans l'écurie, Charles avait commencé à suivre le regard fixe de Tempête, essayant de comprendre ce que le cheval voyait ou sentait en direction des montagnes. La nuit précédente, il avait marché jusqu'à la clôture qui bordait la propriété dans cette direction et avait remarqué quelque chose qui l'avait fait s'arrêter net. Il y avait des traces récentes dans la boue, de lourdes empreintes de bottes masculines allant et venant d'un sentier menant aux montagnes. Les marques étaient profondes, suggérant que celui qui les avait faites portait quelque chose de lourd. Charles connaissait la propriété comme sa poche, et il savait que ce sentier menait à une vieille cabane qu'Édouard avait fait construire des années auparavant, affirmant qu'elle servirait de retraite pour des moments de réflexion. Mais Charles n'avait jamais vu son patron utiliser la cabane une seule fois. Le matin de ce 4e jour, Charles prit une décision qui allait tout changer. Il attendit qu'Édouard parte pour l'une de ses réunions d'affaires en ville, puis il ouvrit le box de Tempête. « Découvrons ce que tu essaies de me dire, mon garçon, » murmura-t-il, passant une corde légère autour du cou du cheval. Tempête réagit immédiatement, comme s'il avait attendu ce moment depuis des jours. Il sortit de l'écurie d'un pas déterminé et commença à marcher directement vers la clôture nord, suivant exactement le chemin que Charles avait exploré la nuit précédente. Alors qu'il gravissait le sentier escarpé de la montagne, Charles remarqua que Tempête semblait connaître parfaitement le chemin, comme s'il avait déjà parcouru cette route. Le cheval s'arrêtait de temps en temps, levant la tête pour renifler l'air, puis continuait avec une détermination renouvelée. Après 40 minutes de marche, ils atteignirent une clairière où la vieille cabane en bois se dressait parmi les arbres. Charles sentit son cœur s'emballer en remarquant des signes évidents d'utilisation récente. Un petit tas de déchets à côté du bâtiment, des traces de pneus dans la terre meuble, et quelque chose qui le glaça complètement, une petite poupée de chiffon gisant près de la porte. C'était la poupée inséparable d'Helena, celle qu'elle emportait partout avec elle depuis l'âge de 4 ans. Tempête s'approcha de la cabane et se mit à tourner en rond, émettant des sons graves qui résonnaient dans la forêt silencieuse. C'était comme s'il appelait quelqu'un, comme s'il savait que quelqu'un de très spécial avait été là récemment. Charles ramassa la poupée avec des mains tremblantes, son cœur battant si fort qu'il pouvait l'entendre résonner dans ses oreilles. Pendant que Charles faisait sa découverte troublante sur la montagne, Martha menait sa propre mission d'investigation en ville. La femme de 70 ans avait passé des nuits blanches depuis les funérailles, ses soupçons à l'égard d'Édouard grandissant comme une tempête dans sa poitrine. Elle connaissait sa fille mieux que personne et savait qu'elle n'aurait jamais permis qu'Helena soit admise dans une clinique sans au moins un appel d'adieu. Assise dans le modeste bureau du détective privé Robert Davison, Martha observait l'homme de 50 ans examiner attentivement les quelques documents qu'elle avait réussi à rassembler.
Robert était un ancien policier qui avait ouvert son propre cabinet après sa retraite, connu en ville pour sa discrétion et son efficacité dans les affaires sensibles. Madame Reed, je dois être honnête avec vous, dit Robert en ajustant ses lunettes tout en étudiant les papiers. Les documents qu'Edouard a présentés aux autorités concernant l'admission d'Elena sont curieux. Il y a quelques incohérences qui ont attiré mon attention. Martha se pencha en avant, ses yeux brillant d'un mélange d'espoir et d'appréhension. Quel genre d'incohérence? Premièrement, l'hôpital mentionné dans les documents existe, mais quand j'ai appelé discrètement pour vérifier, ils n'ont aucune trace d'une Elena Reed ou Elena Mason admise au cours des 3 derniers mois. Deuxièmement, les signatures médicales sur les rapports semblent forcées. Robert fit une pause, observant la réaction de Martha avant de continuer. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est la rapidité avec laquelle tout s'est passé. Selon les documents, Elena a été diagnostiquée avec une maladie en phase terminale un lundi et est décédée le jeudi de la même semaine. Pour une enfant en bonne santé, c'est pratiquement impossible. Martha sentit ses mains trembler. Elle avait toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas, mais entendre la confirmation professionnelle de ses soupçons la laissa à la fois soulagée et terrifiée. « Robert, pensez-vous que ma petite fille est toujours en vie ?» Le détective choisit ses mots avec soin. « Madame Reed, d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, je crois qu'il y a une possibilité très réelle qu'Elena ne soit pas décédée. La question est maintenant de savoir où elle se trouve et pourquoi Edouard a orchestré cette mascarade. » Pendant qu'il parlait, le téléphone de Robert sonna. C'était l'un de ses contacts à l'hôpital qui le rappelait au sujet d'Elena. Martha observa le visage du détective changer alors qu'il écoutait les informations à l'autre bout du fil. « Je vois ? Oui, merci beaucoup. » Robert raccrocha et se tourna vers Martha avec une expression grave. « Madame Reed, je viens de recevoir une information très importante. Non seulement Elena n'a jamais été admise dans cet hôpital, mais les médecins dont les noms apparaissent sur les rapports n'y ont jamais travaillé. Les signatures sont complètement fausses. » Le monde de Martha sembla s'arrêter un instant. La confirmation qu'Edouard avait simulé la mort d'Elena apporta un mélange dévastateur de soulagement et d'horreur. Sa petite fille était en vie, mais cela signifiait qu'elle était en danger aux mains d'un homme qui avait clairement perdu tout sens de l'humanité. « Mais pourquoi ?» murmura Martha, plus pour elle-même que pour Robert. Pourquoi un père ferait-il ça à sa propre fille? Robert avait enquêté sur de nombreuses affaires au cours de sa carrière, y compris certaines impliquant des familles dysfonctionnelles et des questions financières. Madame Reed, d'après ce que je sais sur Edouard Mason, je crois que cela pourrait être lié à sa vie personnelle et professionnelle. Il a des projets d'expansion internationale pour son entreprise, et il y a des rumeurs d'un mariage imminent avec Victoria Sterling, la mondaine. Martha connaissait Victoria superficiellement, une femme froide et calculatrice qui avait clairement fait savoir qu'elle n'avait aucune patience pour les enfants, en particulier ceux ayant des besoins spéciaux comme Elena. Vous pensez qu'Edouard, qu'il a fait ça pour se débarrasser d'Elena? C'est une possibilité que nous devons envisager, répondit Robert gravement. Les enfants ayant des besoins spéciaux peuvent être perçus comme des obstacles par les personnes obsédées par l'image publique et le statut social. Martha se sentit nauséeuse à la pensée de la froideur que cela représentait. Elena était une enfant douce et innocente qui apportait de la joie à tous ceux qui l'entouraient. L'idée que son propre père la voyait comme un problème à éliminer était presque insupportable. « Robert, que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix chargée de détermination malgré la douleur. « Premièrement, nous devons trouver des preuves matérielles pour prouver nos soupçons. Deuxièmement, nous devons découvrir où Elena est détenue. Car si notre théorie est correcte, elle est en danger imminent. » À ce moment, le téléphone de Martha sonna. C'était Charles, le palefrenier, sa voix tremblante d'excitation et de peur. « Madame Reed, vous devez venir ici de toute urgence. Tempête m'a conduit à une cabane sur la montagne et j'ai trouvé la poupée d'Elena, celle qu'elle portait toujours. » Martha se leva d'un bond, le cœur battant à tout rompre. « Charles, êtes-vous sûr que c'est sa poupée? »« Absolument, Madame Reed. Et il y a plus. Il y a des signes que quelqu'un a été ici récemment. De la nourriture, des déchets, des traces de pneus. Cette cabane a été utilisée ces derniers jours. » Robert, qui avait entendu la conversation, se leva immédiatement et attrapa ses clés. « Madame Reed, je pense que nous venons de découvrir où Elena est détenue. » Alors qu'il se précipitait hors du bureau, Martha sentit un mélange d'espoir et de terreur grandir dans sa poitrine. Sa petite fille était en vie, mais chaque minute qui passait pouvait être cruciale pour la sauver des mains d'un homme qui s'était montré capable de tout.
Le chemin de terre menant au domaine Mason n'avait jamais semblé aussi long à Martha. Assise sur le siège passager de la voiture de Robert, elle serrait la poupée d'Elena contre sa poitrine, ses larmes humidifiant le tissu usé qui portait encore le faible parfum de sa petite fille. Charles était descendu de la montagne pour les retrouver à la porte de la ferme, son visage marqué par l'attention de quelqu'un qui avait été témoin de quelque chose qui avait changé sa compréhension du monde. « Madame Reed, quand j'ai trouvé la poupée, Tempête est devenue très agitée », expliqua Charles alors qu'il les guidait le long du sentier escarpé. Il n'arrêtait pas d'appeler, de faire ces sons qu'il ne faisait que lorsque la petite Elena se cachait de lui pendant leur jeu. C'était comme s'il savait qu'elle était à proximité mais ne pouvait pas la trouver. Robert observait attentivement chaque détail du chemin, son ancienne expérience de policier lui faisant remarquer des choses que d'autres auraient pu ignorer. Les traces de pneus dans la boue étaient récentes, probablement de 2 ou 3 jours. Il y avait des empreintes de pas superposées, suggérant de multiples voyages vers l'endroit. Plus troublant encore, il remarqua de petits morceaux de tissu bleu accrochés au buisson le long du sentier, de la même couleur que la robe qu'Elena portait sur des photos récentes que Martha lui avait montrées. Quand ils atteignirent la clairière où se trouvait la cabane, Tempête les attendait comme un gardien silencieux. Le cheval blanc s'approcha immédiatement de Martha, lui donnant de légers coups de museau sur l'épaule, comme s'il comprenait qu'elle était la seule personne là qui pouvait vraiment aider Elena. La cabane était une simple structure en bois, construite des années auparavant comme une prétendue retraite, mais qui avait clairement été adaptée dans un dessin bien plus sinistre. Robert s'approcha de la petite fenêtre et jeta un coup d'œil à travers la vitre poussiéreuse, utilisant un mouchoir pour éviter de laisser des empreintes digitales. « Mon Dieu !» murmura-t-il, reculant de la fenêtre avec une expression de choc. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'avez-vous vu ?» demanda Martha en se précipitant à ses côtés. Robert l'empêcha doucement de regarder. « Madame Reed, il est peut-être préférable que je vous décrive. Il y a des preuves évidentes qu'un enfant a été détenu en captivité ici récemment. » À l'intérieur de la cabane, Robert avait vu une scène qui l'avait profondément révolté. Un petit lit avec des draps souillés, des assiettes de nourriture à moitié mangées, plus troublant encore, des cordes coupées jetées dans un coin, des cordes qui avaient clairement servi à attacher quelqu'un. Il y avait aussi des fioles vides de sédatifs éparpillées sur la table rustique. Charles, qui était resté silencieux jusqu'alors, désigna une zone derrière la cabane. « Madame Reed, il y a encore une chose que vous devez voir. Tempête me l'a montré. » Ils suivirent le palefrenier jusqu'à un petit espace derrière la structure, où la terre avait été récemment retournée. Au milieu de la terre remuée, presque cachée parmi les feuilles, se trouvaient les chaussures spéciales d'Elena, celles avec les boucles dorées qui lui donnaient des pieds de princesse. L'une des chaussures avait encore sa boucle, mais l'autre n'en avait plus, ce qui expliquait comment la pièce avait pu se retrouver dans la tombe du cimetière. Martha tomba à genoux à côté des chaussures, ses mains tremblant violemment. Il lui a enlevé ses chaussures ? Pourquoi lui aurait-il enlevé ses chaussures ? Robert s'agenouilla à côté de Martha, sa voix douce mais déterminée. « Madame Reed, je crois qu'Edward a utilisé ses chaussures pour donner de la crédibilité aux fausses funérailles. Il avait besoin de quelque chose de personnel d'Elena pour convaincre les gens qu'elle était réellement décédée. » Tempête s'approcha de l'endroit où les chaussures avaient été trouvées et se mit à renifler intensément le sol. Soudain, il leva la tête et poussa un hennissement puissant qui résonna dans la forêt, un son qui portait l'urgence et quelque chose qui ressemblait presque à du désespoir. « Il essaie de nous dire quelque chose », observa Charles, connaissant bien les schémas de comportement du cheval. Tempête ne fait ce son que lorsqu'il sent qu'Elena est en danger immédiat. Robert se leva rapidement, son esprit traitant l'épreuve. Si Elena était ici jusqu'à récemment, mais qu'elle n'y est plus, cela signifie qu'Edward l'a déplacée vers un autre endroit. Et si Tempête sent l'urgence, cela signifie que le temps presse, compléta Martha, sa voix chargée d'horreur et de détermination. À ce moment, ils entendirent le bruit d'un moteur s'approchant sur le sentier. Robert fit immédiatement signe à tout le monde de se cacher derrière la cabane pendant qu'il regardait à travers les buissons pour voir qui arrivait. C'était Edward, conduisant seul une Jeep noire. Son visage était tendu et il portait un grand sac sur le siège passager. Quand il sortit du véhicule, ils purent voir que ses vêtements étaient froissés et que ses mains tremblaient légèrement, signe d'un stress extrême. Edward se dirigea directement vers la cabane, ouvrit la porte avec une clé et entra rapidement. Des bruits de mouvements lourds provenaient de l'intérieur, comme s'il retirait ou réorganisait de gros objets. Robert chuchota à Martha et Charles, « Il efface les preuves. Cela confirme notre théorie. Elena était ici, et maintenant il essaie d'effacer toutes les traces. » Tempête,
toujours caché avec eux, semblait de plus en plus agité. Ses naseaux se dilataient à chaque seconde qui passait, et il gardait son regard fixé dans la direction opposée à la cabane, comme s'il sentait quelque chose que les humains ne pouvaient pas percevoir. « Qu'est-ce que tu regardes, mon garçon » murmura Charles en suivant le regard du cheval. C'est alors qu'ils réalisèrent que Tempête ne regardait pas la cabane où se trouvait Édouard, mais dans une direction complètement différente, plus profondément dans la forêt, où un second sentier, presque invisible, disparaissait parmi les arbres denses. Elena n'était plus dans la cabane, elle avait été déplacée vers un endroit encore plus isolé et dangereux. Le bruit des pas d'Édouard quittant la cabane fit se recroqueviller tout le monde derrière les buissons. Robert tenait le bras de Martha, l'empêchant de faire le moindre mouvement qui pourrait révéler leur présence. Charles gardait une main douce sur l'encolure de Tempête, essayant de calmer le cheval qui montrait des signes d'agitation croissants. Édouard verrouilla soigneusement la cabane et retourna à la Jeep, mais au lieu de partir immédiatement, il s'arrêta et regarda autour de la clairière avec une expression de paranoïa extrême. C'était comme s'il sentait qu'il était observé. Ses yeux balayèrent la végétation dense, passant dangereusement près de l'endroit où il se cachait. Après de longues minutes qui parurent des heures, Édouard monta enfin dans le véhicule et s'éloigna, mais pas par le sentier principal qui ramenait à la propriété. Au lieu de cela, il suivit exactement la direction que Tempête avait indiquée, le long du sentier secondaire qui disparaissait plus profondément dans la forêt. « Maintenant, nous savons avec certitude où se trouve Elena », chuchota Robert, sa voix pressante. « Mais nous devons être très prudents si Édouard nous découvre. » Martha se leva avec détermination, essuyant la saleté de ses genoux. « Je me fiche de ce qui m'arrive. Ma petite fille est en danger et je ne vais pas rester là pendant que ce monstre pourrait lui faire du mal. » Tempête, comme s'il comprenait la gravité de la situation, se plaça à côté de Martha et baissa légèrement la tête, comme il le faisait toujours quand Elena avait besoin de son aide pour monter sur son dos. Le geste fut si touchant et naturel qu'il en tira des larmes à tout le monde. « Il veut que vous le montiez », observa Charles avec admiration. Tempête sait que c'est le seul moyen d'atteindre Elena à temps. Robert, toujours prudent, vérifia son téléphone portable et confirma ce qu'il attendait déjà, il n'y avait pas de réseau dans cette région montagneuse. « Je ne peux pas appeler de renfort d'ici. Nous sommes seuls. » Le sentier secondaire était beaucoup plus escarpé et dangereux que le premier. Des arbres centenaires formaient une canopée épaisse qui bloquait presque toute la lumière du soleil, créant une atmosphère sombre et claustrophobe. Tempête menait la marche, ses instincts aiguisés les guidant le long d'un chemin qui semblait impossible à trouver sans son aide. Alors qu'ils avançaient, ils commencèrent à entendre des sons dérangeants venant de plus loin, des voix masculines discutant de quelque chose à voix basse et pressante. Robert leur fit signe de s'arrêter et s'approcha prudemment d'une formation rocheuse qui offrait une vue privilégiée sur la vallée en contrebas. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Dans une clairière entourée de falaises abruptes, il y avait une deuxième cabane, beaucoup plus primitive. Édouard était là, parlant avec animation à deux hommes grands et menaçants. L'un d'eux tenait une mallette ouverte pleine d'argent, tandis que l'autre désignait la cabane avec des gestes qui indiquaient clairement une sorte de négociation. Mais ce qui choqua le plus Robert, ce fut de voir Édouard remettre des documents aux hommes, des documents qui semblaient être des passeports et des papiers de voyage. Il était évident qu'une sorte de transaction était en train de se finaliser, et la nature de cette transaction était trop terrible pour être pleinement envisagée. Robert rampa pour retourner là où Martha et Charles attendaient avec Tempête. « Madame Reed, la situation est plus grave que nous ne l'imaginions. Édouard ne se contente pas de cacher Elena, il la livre à d'autres personnes. » Les mots frappèrent Martha comme un coup de poing à l'estomac. « Que voulez-vous dire ? Il y a des hommes là-bas qui reçoivent de l'argent et des documents d'Édouard. Ils semblent être des intermédiaires, des gens qui font disparaître des enfants de façon permanente. » La réalité de la situation devint limpide pour eux tous. Édouard n'avait pas simplement enlevé temporairement Elena par honte ou par commodité, il se débarrassait d'elle de façon permanente, la livrant à des gens qui l'emmèneraient loin, où elle ne serait jamais retrouvée. Tempête, comme s'il sentait l'urgence croissante de la situation, commença à montrer des signes d'agitation extrême. Il frappait le sol de ses sabots, ses naseaux dilatés captant des odeurs que les humains ne pouvaient pas détecter. Soudain, il leva la tête et poussa un hennissement puissant et clair qui résonna dans toute la montagne. Le son eut un effet immédiat et inattendu. De l'intérieur de la cabane primitive en contrebas, une réponse se fit entendre, une petite voix faible mais indubitablement familière, criant « Tempête ! Tempête, je suis là !» C'était Elena, vivante,
consciente et reconnaissant clairement la voix de son plus cher compagnon. Martha ne put se contenir. Des larmes coulèrent de ses yeux alors qu'elle chuchotait « Ma fille, ma chère Helena ». Mais la joie du moment fut rapidement remplacée par la terreur quand ils virent Édouard et les deux hommes sortir de la cabane, clairement alarmés par le cri de l'enfant. Édouard gesticulait frénétiquement, pointant dans la direction d'où le hennissement était venu. « Ils savent que nous sommes là », murmura Robert, son esprit d'ancien policier formulant déjà des stratégies de fuite et de sauvetage. C'est alors que Tempête prit une décision qui allait tout changer. Sans avertissement, le cheval blanc dévala la pente en direction de la clairière, ignorant complètement les cris de Charles lui demandant de s'arrêter. Ses sabots tonnèrent contre les rochers tandis qu'il descendait comme une avalanche blanche, sa crinière flottant comme des étendards de guerre. Les hommes en bas se dispersèrent, paniqués, en voyant l'imposant cheval foncer sur eux. Édouard hurla quelque chose d'inaudible et courut vers un troisième véhicule caché derrière la cabane. Tempête atteignit la clairière comme une force de la nature, se positionnant directement entre la cabane où Helena était piégée et les hommes qui tentaient de s'échapper. Ces hennissements résonnaient dans la montagne comme des déclarations de guerre. Pour la première fois depuis les funérailles, ils semblaient vraiment féroces. C'était le moment décisif. La bataille pour la vie d'Helena avait commencé, et un cheval blanc était son premier et plus improbable protecteur. Le chaos qui suivit l'arrivée de Tempête dans la clairière fut comme une explosion d'énergie pure. Le cheval blanc se déplaçait avec une agilité et une férocité que personne n'avait jamais vues, bloquant systématiquement toutes les tentatives des hommes de s'approcher de la cabane où Helena était piégée. Ses hennissements résonnaient dans les montagnes comme des cris de guerre, et ses yeux brillaient d'une détermination qui frisait le surnaturel. Édouard, en panique absolue, criait des ordres contradictoires à ses deux hommes de main tout en essayant d'atteindre le véhicule de fuite. « Éloignez cet animal. Prenez l'enfant et partons. » Sa voix avait perdu toute sa prestance aristocratique, révélant le désespoir d'un homme qui voyait ses plans méticuleusement échafaudés s'effondrer sous ses yeux. Martha, Robert et Charles descendirent la pente aussi vite qu'ils le purent, guidés par les bruits de la bataille en contrebas. Robert avait sorti son téléphone, par miracle, avait trouvé un faible signal cellulaire parmi les rochers. Avec des doigts tremblants, il composa le numéro des autorités tout en courant. « Ici Robert Davison, ancien enquêteur. J'ai besoin de renforts urgents dans les montagnes du domaine Mason. Enlèvement de mineurs en cours. Je répète, enfant en danger imminent. » Pendant ce temps, Tempête faisait preuve d'une intelligence tactique impressionnante. Il avait remarqué que l'un des hommes de main essayait de contourner la cabane par la droite, alors il se positionna stratégiquement pour bloquer cette route. Lorsque le second homme tenta de s'approcher par la gauche, le cheval pivota rapidement et l'affronta avec une série de coups de sabot calculés qui le firent reculer rapidement. De l'intérieur de la cabane, la voix d'Helena continuait de crier « Tempête, je savais que tu viendrais me chercher. Je le savais. » Sa voix, bien que faible, portait une joie et un soulagement qui touchèrent le cœur de tout le monde. La fillette avait gardé foi en son compagnon, même dans les moments les plus sombres. Édouard, réalisant que la situation était complètement hors de contrôle, prit une décision désespérée. Il attrapa un pistolet dans la boîte à gants de son véhicule et le pointa directement sur Tempête. « Éloigne-toi ou je tire sur le cheval. » C'est à ce moment que Martha arriva dans la clairière, suivie de près par Charles et Robert. La vue d'Édouard pointant une arme sur Tempête était plus qu'elle ne pouvait supporter. « Espèce de monstre! Comment peux-tu menacer le seul être qui aime vraiment ta fille? »« Tais-toi, vieille femme !» hurla Édouard, son masque de civilité complètement brisé. « Helena est ma fille, et je décide de ce qui lui arrive. C'est un fardeau, un obstacle à mon avenir. Victoria n'accepterait jamais une enfant comme elle. » Les paroles d'Édouard résonnèrent dans la clairière comme les confessions d'une âme perdue. Charles, un homme simple mais au cœur pur, regarda son patron avec un dégoût total. « Monsieur Mason, comment pouvez-vous parler ainsi de la fillette? C'est la créature la plus douce et la plus pure que j'ai jamais connue. » L'un des hommes de main, un homme grand et brutal, tenta de profiter de la distraction pour s'approcher de la cabane, mais Tempête était alerte. Le cheval se tourna rapidement et donna un coup de sabot précis qui frappa l'homme à l'épaule, le faisant crier de douleur et reculer. Robert, avec son expérience de policier, commença à évaluer stratégiquement la situation. Édouard était visiblement instable, tenant l'arme avec des mains tremblantes. Les deux hommes de main étaient blessés et voulaient clairement abandonner l'opération. L'avantage tournait en leur faveur, mais ils devaient faire attention à ne pas mettre Helena en plus grand danger. « Édouard, réfléchissez à ce que vous faites,
dit Robert d'une voix calme et autoritaire. Elena est votre fille. Il y a un moyen de résoudre cela sans plus de violence. Il n'y a rien à résoudre, cria Édouard, des larmes de rage et de désespoir coulant sur son visage. Toute ma vie a été planifiée pour arriver là où je suis. Elena ne rentre pas dans ses plans. Elle n'a jamais convenu. Tempête, comme s'il comprenait chaque mot, se positionna encore plus près de la cabane, formant une barrière de protection impénétrable. Ses muscles étaient tendus, prêts à réagir à toute menace contre Elena. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. La porte de la cabane s'ouvrit légèrement, et une petite main apparut dans l'entrebâillement. Elena avait réussi à se libérer partiellement de ses liens et essayait de sortir. Sa voix, bien que faible, atteignit tout le monde clairement. « Papa, pourquoi tu me fais ça? Je veux juste rentrer à la maison avec Mamie Martha et jouer avec Tempête. » L'innocence absolue de ces mots frappa Édouard comme la foudre. Un instant, sa main trembla et le pistolet s'abaissa légèrement. C'était comme si la voix d'Elena avait temporairement percé le mur de froideur qu'il avait construit autour de son cœur. Mais l'hésitation ne dura que quelques secondes. Le bruit des hélicoptères et des sirènes commença à résonner dans la montagne. Les autorités arrivaient. Édouard réalisa que son temps était écoulé, et le désespoir le fit se durcir à nouveau. Si je ne peux pas avoir la vie que je veux, alors au moins je m'assurerai qu'Elena ne gâche la vie de personne d'autre, murmura-t-il en levant à nouveau l'arme. Tempête sembla sentir le changement dans l'énergie d'Édouard. Le cheval se positionna directement entre Elena et son père, ses yeux fixés sur l'homme qui était devenu une menace pour l'enfant qu'il avait juré de protéger. La confrontation finale était sur le point d'avoir lieu, et tout le monde savait que les prochaines secondes détermineraient le sort d'Elena. Le temps sembla se figer à ce moment crucial. Édouard tenait l'arme avec des mains tremblantes, son esprit clairement en conflit entre le désespoir d'un homme acculé et les derniers vestiges d'humanité qui restaient encore dans son âme. Tempête restait immobile comme une statue de marbre blanc, ses yeux fixés sur l'homme qui représentait la plus grande menace pour la sécurité d'Elena. Le bruit des hélicoptères s'approchait rapidement, résonnant à travers les montagnes comme le rugissement de dragons mécaniques. Édouard regarda le ciel avec une expression de panique pure, sachant que chaque seconde qui passait diminuait ses chances de s'échapper. Les deux hommes de main, réalisant que l'opération avait complètement échoué, commencèrent à se replier vers la forêt dense, abandonnant Édouard pour faire face seul aux conséquences. « Ne m'abandonnez pas !» cria Édouard aux hommes en fuite. « Vous avez été payés pour finir ce travail. » Mais ils avaient déjà disparu parmi les arbres, emportant avec eux la mallette pleine d'argent et ne laissant derrière eux que l'écho des branches cassées et des feuilles piétinées. Édouard était seul, confronté pour la première fois de sa vie aux conséquences réelles de ses actes, sans son argent ni son influence pour le protéger. Elena, profitant de la distraction, réussit à ouvrir un peu plus la porte de la cabane. Son apparence choqua toutes les personnes présentes. Elle était visiblement plus mince, ses cheveux en désordre et ses vêtements sales et déchirés. Mais ses yeux brillaient toujours de la même douceur et de la même détermination qui l'avaient toujours caractérisé. « Tempête » chuchota-t-elle en tendant une petite main tremblante vers le cheval. « Tu es venu me sauver, n'est-ce pas? Je savais que tu me trouverais. » Le cheval réagit immédiatement à la voix d'Elena. Il se tourna légèrement, gardant toujours Édouard dans sa ligne de mire, mais tendant le cou pour que la fillette puisse toucher son front. Le moment de connexion entre eux fut si pur et émouvant que même Robert sentit les larmes lui monter aux yeux. Martha, profitant du fait qu'Édouard était momentanément distrait par le bruit des hélicoptères, commença à se déplacer lentement vers la cabane. Chaque pas était calculé, silencieux, comme une grand-mère déterminée qui risquerait tout pour sauver sa petite fille. « Elena, ma chérie » chuchota-t-elle lorsqu'elle fut assez proche pour que la fillette l'entende. « Mamie est là. Tu es en sécurité maintenant. » Édouard remarqua le mouvement de Martha et pointa rapidement l'arme dans sa direction. « Restez où vous êtes, vieille femme. N'approchez pas d'un pas. » C'est à ce moment que Charles prit une décision courageuse. Le simple palefrenier, qui avait consacré sa vie aux soins des animaux et qui aimait Elena comme si elle était sa propre petite fille, commença à parler à Édouard d'un ton calme et paternel. « Monsieur Mason, je travaille pour vous depuis 15 ans. Je vous ai vu construire cet empire, j'ai vu votre détermination et votre intelligence. Mais j'ai aussi vu à quel point la petite Elena vous aimait inconditionnellement. Elle parlait toujours de son papa avec une telle fierté, elle faisait toujours des dessins de vous pour les accrocher dans l'écurie. » Les mots de Charles pénétrèrent l'armure de froideur qu'Édouard avait construite.
Pour la première fois depuis des semaines, il se souvint des matins où Elena courait le serrer dans ses bras avant qu'il ne parte au travail, des dessins enfantins qu'elle faisait spécialement pour lui, des moments où elle l'appelait le meilleur papa du monde. Elle a toujours été compliquée, murmura Édouard, sa voix chargée d'une douleur qu'il avait tenté de réprimer si longtemps. Victoria a dit qu'une enfant comme Elena serait un obstacle, que les affaires internationales exigent une image parfaite. Monsieur Masson, continua Charles en faisant un pas prudent vers son patron, la petite Elena est parfaite telle qu'elle est. Elle a un cœur pur, une gentillesse rare à trouver. Comment pouvez-vous penser que c'est un obstacle ? Tempête, sentant que la tension diminuait légèrement, commença à se déplacer lentement vers Elena. Ses mouvements étaient doux, calculés pour ne pas alarmer Édouard, mais assez déterminés pour continuer à protéger la fillette. Les hélicoptères étaient maintenant très proches, et des voix amplifiées commencèrent à résonner dans la clairière. Édouard Masson, ici la police. Jetez l'arme et rendez-vous pacifiquement. Édouard regarda autour de la clairière, comprenant enfin la futilité complète de sa situation. Il était encerclé, abandonné par ses complices, confronté à la famille qu'il avait tenté de détruire, et observé par un cheval qui montrait plus de loyauté et d'amour qu'il n'avait jamais été capable d'en ressentir. Je ne voulais pas que ça en arrive là, chuchota-t-il, ses mains tremblant violemment. Je voulais juste une vie simple, sans complications. Elena, avec le courage que seuls les enfants possèdent, sortit complètement de la cabane et marcha lentement vers son père. Ses jambes étaient faibles à cause de la séquestration, mais sa détermination était inébranlable. « Papa, dit-elle de sa douce voix innocente, je t'aime même quand tu es en colère contre moi. » Mamie Martha dit que les familles pardonnent toujours. Les paroles d'Elena furent comme un coup de poing dans le ventre d'Édouard. Il regarda sa fille, la regarda vraiment, et pour la première fois depuis des mois, il ne vit pas un obstacle ou un problème, mais un enfant qu'il aimait inconditionnellement, malgré tout ce qu'il avait fait. Le pistolet se mit à trembler dans ses mains. Lentement, très lentement, il commença à le baisser. Le pistolet tomba des mains d'Édouard comme s'il était devenu trop lourd à porter. Le cliquetis métallique résonna dans la clairière, suivi d'un silence qui semblait porter le poids de toutes les émotions refoulées des derniers jours. Édouard s'effondra sur les genoux, ses mains couvrant son visage tandis que de profonds sanglots secouaient tout son corps. Elena, avec le courage innocent que seuls les enfants possèdent, continua de marcher vers son père. Ses jambes tremblaient à cause de la faiblesse de la séquestration, mais ses pas étaient déterminés. Tempête l'accompagnait de près, comme un gardien silencieux, prêt à la protéger si nécessaire. « Papa, pourquoi tu pleures ?» demanda Elena, sa petite voix remplie d'une préoccupation sincère. Même après tout ce qu'elle avait subi, son premier instinct était de réconforter son père en souffrance. Martha se précipita vers Elena, enveloppant sa petite fille dans une étreinte désespérée qui semblait tenter de compenser tous les jours de séparation et de peur. « Ma fille, ma petite courageuse » chuchota-t-elle à travers ses larmes. « Mamie est là. Tu es en sécurité maintenant. » Les hélicoptères atterrirent enfin dans la clairière, soulevant un nuage de poussière et de feuilles sèches. Des policiers lourdement armés sortirent des appareils, mais Robert leur fit signe de garder leur distance. La situation se résolvait d'elle-même, et une approche agressive pourrait traumatiser Elena encore davantage. Édouard leva son visage pour regarder sa fille, et ce que Martha vit la choqua profondément. Il n'était plus l'homme froid et calculateur qu'elle connaissait, mais un être humain brisé, consumé par la culpabilité et le poids de ses terribles choix. Ses yeux étaient rouges, ses joues pâles, et son expression portait un regret qui semblait venir du plus profond de son âme. « Elena, chuchota-t-elle, sa voix presque inaudible, peux-tu pardonner à ton papa ?» La question flotta dans l'air comme une supplique désespérée. Charles, qui avait été témoin de nombreuses scènes émouvantes dans sa vie simple, sentit son cœur se serrer à la vue d'un homme si puissant réduit à supplier le pardon d'une enfant de 7 ans. Elena regarda son père avec ses grands yeux expressifs, ces mêmes yeux qu'il avait tenté d'ignorer si longtemps. Lentement, elle se libéra de l'étreinte de Martha et s'approcha d'Édouard. De ses petites mains, elle lui toucha doucement le visage, essuyant ses larmes comme elle le faisait toujours chaque fois qu'elle voyait quelqu'un de triste. « Papa, ma maîtresse à l'école a dit que pardonner, c'est ce que font les gens qui s'aiment. Je t'aime, alors je te pardonne. Mais tu me promets que tu ne m'emmèneras plus jamais loin de la maison ?» La simplicité et la pureté de la réponse d'Elena brisèrent complètement les dernières défenses d'Édouard. Il l'enveloppa dans une étreinte désespérée, murmurant des excuses à plusieurs reprises. « Pardonne-moi, ma princesse. Pardonne-moi pour tout. » Papa était très confus, très perdu.
Je te promets que je ne te ferai plus jamais de mal. Tempête s'approcha des deux, baissant la tête pour toucher doucement l'épaule d'Helena. C'était comme si le cheval bénissait la réconciliation, offrant sa propre forme de pardon à l'homme qui avait causé tant de souffrance à la fillette qu'il aimait si tendrement. Robert s'approcha prudemment, sachant qu'il devait faire son devoir professionnel même au milieu de ce moment chargé d'émotions. « Édouard, vous devez venir avec nous. Il y a beaucoup de questions qui doivent trouver une réponse, beaucoup de lois qui ont été enfreintes. » Édouard se leva lentement, tenant Helena près de lui quelques secondes de plus avant de la rendre dans les bras de Martha. « Je sais, dit-il d'une voix ferme, montrant pour la première fois depuis des jours une certaine dignité. Je sais que je dois payer pour ce que j'ai fait. Simplement, prenez bien soin d'elle. Elle mérite tout l'amour du monde. » La police s'approcha pour menotter Édouard, mais il ne résista pas. Avant d'être emmené, il se tourna une dernière fois vers Helena. « Princesse, papa va être absent pendant un certain temps, mais je veux que tu saches que tu es la chose la plus précieuse dans sa vie. N'en doute jamais. » Helena fit un signe de la main à son père avec une innocence touchante, ne comprenant pas entièrement la gravité de la situation, mais sentant que quelque chose d'important avait changé entre eux. « Au revoir, papa. Tempête et moi, on attendra que tu reviennes. » Alors qu'Édouard était conduit vers l'hélicoptère, Martha serrait Helena fort contre elle, lui chuchotant des mots de réconfort et d'amour. Charles s'approcha de Tempête, caressant l'encolure du cheval avec admiration et gratitude. « Mon garçon, tu as été le héros de cette histoire, » murmura-t-il au cheval. « Sans toi, nous n'aurions jamais retrouvé notre Helena. » Tempête sembla comprendre chaque mot. Il s'approcha d'Helena et baissa la tête, lui permettant de le serrer dans ses bras comme elle en avait l'habitude. La connexion entre eux était plus forte que jamais, renforcée par la preuve que leur amour pouvait surmonter n'importe quel obstacle. Robert s'approcha de Martha, posant une main douce sur son épaule. « Madame Reed, Helena aura besoin de soins médicaux et d'un soutien psychologique, mais elle est forte, et avec tout l'amour que vous lui montrez, je suis sûr qu'elle se remettra complètement. » Martha hocha la tête, des larmes de soulagement coulant toujours sur son visage. C'est une battante, comme elle l'a toujours été. Et maintenant, elle a retrouvé Tempête. Elle a sa famille. Elle a tout ce dont elle a besoin pour guérir. Le soleil commença à se coucher derrière les montagnes, peignant la clairière de teintes dorées qui semblait symboliser un nouveau départ. Helena, appuyée sur Tempête, regardait les lumières des hélicoptères se préparer à partir, sans savoir qu'elle assistait à la fin d'un cauchemar et au début d'une nouvelle vie. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le sauvetage d'Helena, et le domaine Mason s'était transformé en un lieu complètement différent. Sous la tutelle légale de Martha, qui avait obtenu la garde de sa petite fille, la grande maison avait retrouvé les sons de la joie enfantine qui avaient été absents si longtemps. Le rire d'Helena résonnait dans les couloirs, mêlé au bruit doux des sabots de Tempête sur le patio en pierre. Le docteur Marina, la psychologue pour enfants recommandée par Robert, observait Helena jouer dans le jardin à travers la fenêtre du bureau qui servait désormais de salle de thérapie improvisée. La professionnelle de 40 ans, spécialisée dans les traumatismes de l'enfance, avait été impressionnée par la résilience de la fillette, bien qu'elle sût que le processus de guérison serait long et délicat. « Comment s'adapte-t-elle à la maison ?» demanda le docteur et à Martha, qui occupait un fauteuil confortable à côté du bureau en acajou qu'Édouard utilisait pour ses affaires. Martha regarda par la fenêtre, observant Helena apprendre à Tempête à danser sur l'air d'une chanson qu'elle fredonnait. Elle fait encore des cauchemars, surtout aux premières heures du matin. Mais quand cela arrive, elle demande à voir Tempête et cela la calme immédiatement. La connexion entre Helena et Tempête était devenue encore plus profonde après le traumatisme. Le cheval semblait avoir développé un 6e sens pour les besoins émotionnels de la fillette, se positionnant toujours près de la maison pendant la nuit et réagissant instantanément lorsqu'elle avait besoin de réconfort. Charles était devenu bien plus qu'un palefrenier, il était maintenant une présence paternelle aimante dans la vie d'Helena. L'après-midi, il lui apprenait à prendre soin des autres animaux de la propriété, toujours avec Tempête supervisant attentivement chaque activité. « Madame Reed, » avait dit Charles le matin précédent, « la fillette a un don naturel avec les animaux. Ils lui font confiance d'une manière que je n'ai jamais vue. C'est comme si elle parlait leur langue. » Robert continuait de rendre visite régulièrement, non plus en tant que détective, mais comme un ami de la famille qui se souciait sincèrement du bien-être d'Helena. Il était devenu une figure masculine positive dans sa vie, aidant à combler en partie le vide laissé par l'absence de son père. Le procès d'Édouard était prévu pour le mois suivant, et bien que Martha sût que ce serait une période difficile, elle était déterminée à protéger Helena de tout traumatisme supplémentaire.
Les avocats avaient veillé à ce que la fillette n'ait pas à témoigner en personne et que son témoignage soit enregistré dans un environnement sûr et familier. « Docteur » demanda Martha avec une inquiétude évidente dans la voix, Elena pose parfois des questions sur son père. Comment devrais-je répondre? La psychologue choisit ses mots avec soin. L'honnêteté adaptée à son âge est essentielle. Elena est une enfant intelligente et perspicace. Elle sait que quelque chose de très grave s'est produit, mais elle n'a pas besoin de connaître tous les détails sordides. Au cours de ses séances individuelles avec Elena, le docteur avait été impressionné par la maturité émotionnelle de la fillette. Utilisant des techniques d'art-thérapie, Elena avait créé des dessins qui racontaient sa propre version de l'histoire, toujours avec Tempête comme héros central, et toujours avec une fin où toute la famille était réunie et heureuse. « Tempête est mon ange gardien », avait expliqué Elena lors d'une séance, coloriant soigneusement la crinière argentée du cheval sur son dessin. « Il a toujours su où j'étais, même quand je ne savais pas où j'étais. » Les enquêtes de Robert avaient révélé des détails troublants sur les plans d'Edward. Victoria Sterling avait été interrogée et avait admis une connaissance partielle du projet, mais avait affirmé qu'elle n'avait jamais imaginé qu'Edward irait jusqu'à des extrêmes aussi drastiques. Elle avait rompu les fiançailles immédiatement et quitté le pays, évitant ainsi d'autres complications juridiques. L'entreprise d'Edward était gérée par un conseil d'administration temporaire, et tous les actifs étaient en cours d'évaluation pour assurer l'avenir financier d'Elena. Ironiquement, la fillette qu'il avait vue comme un obstacle à sa richesse serait désormais l'héritière de tout l'empire qu'il avait bâti. L'argent ne peut pas racheter le temps perdu, réfléchit Martha au docteur, mais au moins, il garantira qu'Elena aura toutes les opportunités qu'elle mérite quand elle grandira. À l'école pour enfants à besoins spécifiques où Elena avait été inscrite, les enseignants rapportaient des progrès remarquables. Sa concentration s'était améliorée et elle montrait une empathie extraordinaire pour les autres enfants confrontés à des défis similaires. Elena a une lumière intérieure qu'aucun traumatisme n'a pu éteindre, commenta son enseignante principale lors d'une réunion avec Martha. Elle aide les autres enfants quand ils sont tristes et parle toujours de Tempête comme s'il était magique. Le soir, quand Martha couchait Elena, elles avaient développé un rituel spécial. Elena racontait une histoire sur ses aventures imaginaires avec Tempête, impliquant toujours des missions pour aider d'autres animaux ou enfants dans le besoin. C'était sa façon de traiter le traumatisme en le transformant en récit d'héroïsme et d'espoir. « Mamie », avait dit Elena la veille au soir, ses yeux brillants de la sagesse précoce que la souffrance apporte parfois aux enfants, « je pense que Tempête et moi, on a été faits pour prendre soin l'un de l'autre. Comme toi et moi. » Martha avait serré sa petite fille dans ses bras, les larmes aux yeux, émerveillée par la capacité d'un enfant à trouver un sens et un but même dans les expériences les plus difficiles. Le docteur ferma ses notes et sourit à Martha. Elena est sur la bonne voie pour une guérison complète. Elle a quelque chose que beaucoup d'enfants dans des situations similaires n'ont pas, un réseau d'amour inconditionnel et une connexion spéciale qui lui donne de la force. Par la fenêtre, elle pouvait voir Elena monter sur Tempête, les deux se promenant lentement dans le jardin fleuri, comme s'ils dansaient une valse silencieuse de guérison et de renouveau. La salle d'audience était bondée de journalistes, de curieux et de personnes qui avaient suivi l'affaire à travers les médias nationaux. L'histoire du cheval qui avait révélé un enlèvement en interrompant de fausses funérailles avait captivé l'imagination du public, transformant Tempête en une sorte de héros national. Mais pour Martha, qui occupait une place au premier rang, ce moment représentait bien plus qu'un spectacle médiatique. C'était le jour où la vérité sur Edward serait officiellement reconnue. Elena était à la maison, sous la garde de Charles et du docteur, protégée du cirque médiatique qu'était devenu le procès. Martha avait insisté pour que la fillette n'ait pas à assister à ce moment, bien qu'elle sût qu'elle devrait éventuellement expliquer l'issue à sa petite fille. Edward entra dans la salle d'audience, escorté par deux officiers. Sa simple tenue de prisonnier contrastait de manière dramatique avec les costumes élégants qu'il avait l'habitude de porter. Il avait perdu du poids pendant ses semaines en prison, et son visage portait la marque d'une culpabilité et d'un remords sincère. Lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Martha, il baissa la tête dans un geste de profonde honte. Le procureur, M. Franklin Davis, un homme expérimenté aux cheveux grisonnants, présenta un dossier accablant contre Edward. Il décrivit méticuleusement comment l'accusé avait falsifié des documents médicaux, soudoyé des fonctionnaires du cimetière et conspiré pour faire disparaître sa propre fille de façon permanente. « Mesdames et messieurs les jurés, » dit M. Davis d'une voix ferme, « il ne s'agit pas seulement d'une affaire d'enlèvement. C'est le cas d'un père qui était prêt à sacrifier la vie de sa fille innocente pour l'avidité et l'ambition personnelle. » Robert fut appelé comme témoin clé,
racontant chaque détail de l'enquête qui avait conduit au sauvetage d'Elena. Sa voix s'étrangla lorsqu'il décrivit l'état dans lequel ils avaient trouvé la fillette dans la cabane, faible et confuse, mais conservant toujours sa foi inébranlable que Tempête viendrait la sauver. Charles témoigna également, sa voix simple mais puissante touchant le cœur de toutes les personnes présentes dans la salle d'audience. Ce cheval savait, dit-il en regardant directement Édouard. Tempête savait que quelque chose n'allait pas du tout, et il ne s'est pas reposé tant qu'il n'a pas trouvé la fillette. Les animaux ressentent ce que parfois, nous, les humains, ne pouvons pas voir. Quand ce fut au tour d'Édouard de parler pour sa propre défense, la salle d'audience tomba dans un silence absolu. Il se leva lentement, ses mains tremblant légèrement alors qu'il se préparait pour les mots les plus importants de sa vie. « Votre honneur », commença Édouard, sa voix remplie d'une émotion sincère, « je ne peux pas et ne vais pas essayer de justifier ce que j'ai fait. Il n'y a aucune justification pour qu'un père tente de détruire la vie de sa propre fille. » Des larmes commencèrent à couler sur son visage alors qu'il continuait. « Elena est la créature la plus pure et la plus innocente que j'ai jamais connue. Elle m'a aimé inconditionnellement, et j'ai repayé cet amour par la cruauté. J'étais si obsédé par mon image, par mes plans d'affaires, par ce que les autres penseraient, que j'ai complètement perdu de vue ce qui comptait vraiment. » Édouard fit une pause, essuyant ses yeux avant de continuer. « Pendant mes semaines en prison, j'ai eu le temps de réfléchir à qui j'étais devenu. Je me suis transformé en un monstre, prêt à sacrifier le bonheur de ma fille pour des objectifs égoïstes. Victoria m'a dit qu'une enfant comme Elena serait un obstacle, et j'ai été trop faible pour la défendre. » La salle d'audience resta dans un silence sépulcral alors qu'Édouard luttait pour trouver les mots adéquats pour exprimer son remords. « Je sais que je ne mérite pas le pardon, » dit-il en regardant directement là où Martha était assise. « Je sais que je ne pourrai jamais réparer le traumatisme que j'ai causé à Elena. Mais je veux que tout le monde sache que ce que j'ai fait était le produit de ma propre faiblesse et de mon avidité, pas d'une quelconque déficience chez ma fille. Elena est parfaite, exactement comme elle est. » Édouard prit une profonde inspiration avant de faire sa déclaration finale. « J'accepte toute punition que ce tribunal jugera appropriée. Je demande seulement que, s'il vous plaît, vous protégiez Elena de moi. Elle mérite une vie pleine d'amour et de bonheur, quelque chose que je ne suis clairement pas capable d'offrir. » Le juge Harrison Miller, un homme sage avec 40 ans d'expérience dans la magistrature, observa attentivement Édouard avant de prononcer ces mots. « Monsieur Masson, de toutes mes années à présider ce tribunal, j'ai rarement été témoin d'une affaire aussi troublante que celle-ci. Un père qui met délibérément sa propre fille en danger pour des raisons égoïstes représente l'une des formes les plus graves de trahison de la confiance parentale. » Le juge Miller fit une pause, laissant ces mots résonner dans la salle. « Cependant, je dois aussi reconnaître que votre remords semble sincère et que votre confession complète a facilité l'enquête et épargné à votre fille un traumatisme supplémentaire pendant ce processus. » Martha serra fermement la lanière de son sac à main, à l'intérieur duquel elle portait une photo récente d'Elena montée sur Tempête, tous deux souriant radieusement à l'appareil photo. Cette image représentait tout ce pour quoi elle s'était battue, le bonheur et la sécurité de sa petite fille. « La sentence sera annoncée après la suspension de séance, » déclara le juge. Ce tribunal reconnaît la gravité exceptionnelle de cette affaire et la nécessité d'une justice non seulement pour la victime directe, mais pour toute la société qui compte sur la protection des enfants. Alors que les gens quittaient la salle d'audience pour la pause, Martha resta assise, réfléchissant au voyage extraordinaire qui avait mené à ce moment. D'une funéraille interrompue par un cheval déterminé à ce jour de jugement, elle avait été témoin du pouvoir transformateur de la vérité et de l'amour inconditionnel. Dans son esprit, elle pouvait visualiser Elena à la maison, probablement en train de jouer dans le jardin avec Tempête, inconsciente du drame qui se déroulait au tribunal. C'est ainsi que cela devait être, un enfant protégé, aimé et libre d'être simplement un enfant. Lorsque le tribunal reprit ses travaux après la suspension, la tension dans l'air était palpable. Le juge Harrison Miller retourna à son poste avec une expression solennelle qui reflétait la gravité de la décision qu'il était sur le point d'annoncer. Édouard resta debout, les mains jointes devant lui, acceptant le sort qui lui serait imposé. Après une délibération attentive, le juge commença, sa voix résonnant dans la salle silencieuse, « Ce tribunal condamne Édouard Masson à 15 ans de prison pour les crimes d'enlèvement, de faux, de fraude et de mise en danger d'enfants. De plus, tous ces biens seront transférés à un fonds fiduciaire administré par la grand-mère de la victime, Martha Reed, pour assurer l'avenir et le bien-être d'Elena. » Martha ressentit un mélange de soulagement et de tristesse.
Justice avait été rendue, mais elle ne ressentait aucune joie de la chute d'Edward, seulement une profonde satisfaction qu'Helena serait maintenant vraiment en sécurité. Le tribunal détermine également, continua le juge Miller, que l'accusé pourra recevoir des visites supervisées de sa fille si elle exprime le désir de le voir, mais seulement après une évaluation psychologique complète et une recommandation professionnelle. Edward accepta la sentence avec dignité, hochant simplement la tête avant d'être emmené. Il demanda la permission d'adresser quelques derniers mots à Martha. « Madame Reed, dit-il, sa voix remplie de sincérité, s'il vous plaît, dites à Helena que son père, que je l'aime plus que tout au monde, et que peut-être un jour, quand elle sera plus grande, elle pourra comprendre que j'étais malade, perdue, mais que cela n'a jamais signifié qu'elle n'était pas parfaite et aimée. » Martha hocha la tête, les larmes aux yeux. « Edward, peut-être trouverez-vous la paix en prison, et peut-être qu'avec le temps, Helena pourra trouver un moyen de réconcilier le père qu'elle aimait avec l'homme qui l'a blessée. » 3 mois après le procès, la vie sur le domaine avait trouvé un nouveau rythme. Helena s'était épanouie sous les soins aimants de Martha, développant une confiance et une joie qui rayonnaient sur tous ceux qui l'entouraient. Sa thérapie avec le docteur Marina progressait extraordinairement bien, et les cauchemars avaient pratiquement disparu. Charles avait été officiellement promu directeur du domaine, un poste qu'il exerçait avec fierté et dévouement. Sa connexion paternelle avec Helena s'était approfondie, et il la trouvait souvent dans l'écurie le matin, en train de parler à Tempête de ses rêves de la nuit précédente. « Tu sais, Charles, dit Helena un matin ensoleillé en brossant la crinière soyeuse de Tempête, j'ai fait un rêve où papa était dans un endroit calme, lisant des livres et apprenant à être une meilleure personne. » Charles sourit, impressionné par la capacité de pardon de la fillette. « Et qu'as-tu ressenti dans ce rêve, petite ? » « J'ai senti que peut-être un jour, il pourra redevenir le papa qui m'emmenait faire des promenades à cheval le dimanche, répondit-elle pensivement. Tempête dit que tout le monde mérite une seconde chance. Robert était devenu un visiteur régulier, non plus en tant que détective, mais comme un cher ami de la famille. Il apportait souvent des cadeaux pour Helena, des livres d'aventure, des jeux éducatifs, et toujours quelque chose de spécial pour Tempête, comme des pommes ou des carottes de première qualité. Lors d'une de ces visites, Helena posa une question qui surprit tout le monde. « Tonton Robert, quand pourrais-je rendre visite à papa ?» Martha et Robert échangèrent des regards inquiets, mais le docteur, qui était présente, s'agenouilla à côté d'Helena. « Pourquoi aimerais-tu rendre visite à ton père, ma chérie ?»« Parce que Tempête m'a dit dans un rêve que papa est très triste et qu'il a besoin de savoir que je l'aime toujours, répondit Helena avec la simplicité profonde qui la caractérisait. Et parce que peut-être que si je lui dis que tout va bien, il pourra commencer à guérir aussi. Le docteur fut impressionné par la maturité émotionnelle d'Helena. Après plusieurs séances préparatoires et des évaluations minutieuses, elle recommanda finalement que la visite ait lieu, mais dans un environnement contrôlé et avec une supervision psychologique. La rencontre entre le père et la fille eut lieu dans une salle spéciale de la prison, conçue pour les visites familiales sensibles. Edward avait pleuré pendant des heures avant la visite, terrifié à l'idée qu'Helena le rejette ou montre de la peur en sa présence. Quand Helena entra dans la pièce, tenant la main de Martha, Edward se leva lentement. Il avait encore perdu du poids, mais ses yeux brillaient d'une clarté qui avait été absente pendant des mois. « Salut, papa, » dit simplement Helena, comme si seulement quelques jours s'étaient écoulés depuis leur dernière rencontre. Edward s'agenouilla pour être à sa hauteur, les larmes coulant librement sur son visage. « Salut, ma princesse. Tu n'as pas peur de moi ?» Helena secoua la tête et s'approcha pour le serrer dans ses bras. « Tempête m'a dit que tu apprends à être une meilleure personne. »« C'est vrai ? J'essaie très fort, Helena. Chaque jour, j'essaie de comprendre comment je suis devenu quelqu'un qui pouvait te faire du mal. Et chaque jour, je promets d'être meilleur. »« Alors c'est bon, » dit Helena en caressant le visage de son père comme elle le faisait quand elle était plus jeune. « Les gens peuvent se perdre et se retrouver ensuite. Mamie Martha me l'a appris. » La rencontre ne dura qu'1 heure, mais elle fut transformatrice pour les deux. Edward avait reçu le pardon qu'il ne croyait pas mériter, et Helena avait planté les graines d'une possible réconciliation future. Quand ils quittèrent la prison, Helena était pensive. « Mamie, je pense que papa ira bien. Il a l'air différent, plus comme le papa dont je me souviens quand j'étais petite. » Martha embrassa le front de sa petite fille, émerveillée par la capacité d'un enfant à l'amour inconditionnel. « Tu as un cœur très spécial, Helena. Tempête a bien choisi son ami. » Ce soir-là, quand ils arrivèrent à la maison, Tempête les attendait à la porte, comme il le faisait toujours. Helena courut le serrer dans ses bras,
lui chuchotant à l'oreille le récit de sa visite à son père. Le cheval écouta patiemment, comme s'il comprenait chaque mot, puis la porta doucement jusqu'à l'écurie, où elle s'endormit appuyée contre son flanc, protégée par l'amour le plus pur qui soit, celui d'un véritable ami. 1 an s'était écoulé depuis ces funérailles dramatiques qui avaient changé la vie de tout le monde. Le domaine Mason, désormais officiellement la maison d'Elena et de Martha, s'était transformé en un refuge de paix et de joie. Ce qui était autrefois un manoir froid et imposant respirait maintenant la vie, avec des jardins fleuris soigneusement entretenus par Charles et des rires d'enfants résonnant dans les couloirs. Elena, maintenant âgée de 8 ans, avait grandi non seulement en taille, mais en sagesse et en confiance. Ses cheveux dorés brillaient au soleil du matin alors qu'elle courait à travers le champ verdoyant en direction de l'écurie, où Tempête l'attendait avec sa patience caractéristique. La connexion entre eux était devenue légendaire dans la région, inspirant des histoires qui se transmettaient de bouche à oreille sur le cheval qui avait sauvé une fillette et toute une famille. « Bonjour, mon héros », chuchota Elena à l'oreille de Tempête, comme elle le faisait chaque matin. Le cheval répondit par un léger souffle d'air, touchant doucement le visage de la fillette avec son museau. C'était un rituel d'amour et de gratitude qui ne perdrait jamais son sens. Martha regardait depuis le porche de la maison, une tasse de café fumant à la main et un sourire serein sur le visage. À 71 ans, elle avait trouvé une énergie renouvelée en s'occupant d'Elena. La responsabilité avait apporté un but et de la joie à ces années dorées, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Madame Reed s'approcha Charles respectueusement, enlevant son chapeau. L'école a appelé. Ils veulent savoir si Elena peut faire une présentation sur Tempête pour les autres enfants. Il semble que notre fillette soit devenue une petite célébrité. Martha gloussa doucement. Elena était en effet devenue spéciale dans la communauté. Son histoire de survie et de pardon avait touché de nombreux cœurs, et elle recevait souvent des lettres d'enfants de tout le pays qui avaient entendu parler de son amitié avec Tempête. Le docteur Marina avait officiellement conclu le traitement d'Elena le mois précédent, déclarant que la fillette s'était non seulement complètement remise du traumatisme, mais qu'elle était sortie de l'expérience avec une maturité émotionnelle extraordinaire. Elena a un don rare, avait expliqué la psychologue à Martha. Elle a transformé sa douleur en compassion, son expérience en sagesse. Robert continuait d'être une présence constante dans leur vie, désormais plus comme un oncle adoptif qu'un détective. Il s'était récemment marié avec une enseignante de l'école d'Elena, et le couple visitait fréquemment la propriété pour des dîners de famille remplis de rires et d'histoires. Édouard avait subi une transformation remarquable en prison. Il participait à des programmes de réhabilitation, étudiait la psychologie infantile pour mieux comprendre les besoins spéciaux d'Elena, et écrivait des lettres hebdomadaires à sa fille, des lettres pleines d'amour, de regrets et d'espoir. Elena répondait à toutes, ces mots simples mais profonds démontrant un pardon qui continuait de guérir le cœur de son père. Papa apprend à être gentil avec lui-même, avait expliqué Elena à Martha après avoir lu la lettre la plus récente. Il dit que Tempête lui a appris que tout le monde mérite de l'amour, même les gens qui font de grosses erreurs. La propriété était devenue un sanctuaire, non seulement pour Elena, mais pour d'autres enfants ayant des besoins spéciaux. Martha avait mis en place un programme de thérapie équine où les enfants de la région venaient interagir avec Tempête et d'autres chevaux, sous la supervision de thérapeutes spécialisés. Elena aidait fréquemment en tant que petite mentor, partageant sa connexion spéciale avec les animaux. « As-tu vu comment Waken a souri quand Tempête a touché sa main ?» avait commenté Elena avec enthousiasme après une séance récente. Les chevaux savent quand quelqu'un a besoin d'un ami. En ce matin spécial d'anniversaire de la découverte de la vérité, Elena avait préparé une surprise. Elle conduisit Tempête à un endroit spécial dans le champ, le même point où le cheval s'était arrêté pour la première fois pour regarder vers les montagnes, sentant que quelque chose n'allait pas. « Tempête », dit-elle solennellement en plaçant une couronne de fleurs qu'elle avait confectionnée sur la tête du cheval, « tu es mon héros pour toujours. Merci de n'avoir jamais renoncé à moi. » Le cheval resta immobile pendant qu'Elena le parait, comme s'il comprenait l'importance de ce moment. Puis, comme pour répondre à sa gratitude, il baissa la tête et toucha doucement le cœur de la fillette avec son museau, un geste qui symbolisait la connexion éternelle entre eux. Martha s'approcha, portant une lettre spéciale. « Elena, quelque chose est arrivé pour toi aujourd'hui. » C'était une lettre officielle informant qu'Elena avait été invitée à recevoir une médaille du courage pour enfants du gouvernement de l'État, et que Tempête serait honorée en tant que héros animal de l'année. La cérémonie aurait lieu dans la capitale de l'État, et toute la famille était invitée. « Mamie », dit Elena après avoir entendu la nouvelle,
puis-je demander quelque chose de spécial? Bien sûr, ma chérie. Que voudrais-tu? Je veux que papa soit au courant pour la médaille. Et je veux lui dire que quand il sortira de prison, il aura toujours une place ici avec nous. Tempête est d'accord avec moi. Les larmes montèrent aux yeux de Martha. La capacité d'Elena à pardonner et à inclure, même après tout ce qu'elle avait vécu, était vraiment extraordinaire. Alors que le soleil se couchait en ce jour spécial, Elena monta sur Tempête pour sa promenade du soir préférée. Ils se dirigèrent vers le sommet d'une petite colline qui offrait une vue panoramique sur la propriété. Là, elle s'assit sur l'herbe douce, appuyée contre le flanc chaud du cheval, regardant les couleurs dorées du ciel. « Tu sais, Tempête, chuchota-t-elle, je pense que notre aventure nous a appris quelque chose de très important. Peu importe à quel point on est perdu ou effrayé, il y a toujours quelqu'un qui nous aime assez pour nous retrouver. » Le cheval tourna légèrement la tête pour la regarder, ses grands yeux expressifs reflétant toute la sagesse et l'amour qui avaient guidé leur voyage depuis ce terrible jour au cimetière. Alors que les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, Elena et Tempête restèrent là, deux amis qui avaient affronté l'obscurité ensemble et en étaient sortis vers la lumière, prouvant que le véritable amour et la loyauté inébranlable peuvent triompher de toute adversité. L'histoire qui avait commencé avec des larmes et du désespoir se terminait par l'espoir et le renouveau, un témoignage du pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel et de la foi inébranlable.